On peut commencer sur comment se lancer dans un projet solaire dans ma copropriété. Euh, le, le sommaire de ce soir, je vais vous présenter l'ALEC en bref. Ensuite, on va venir sur le b.a.-ba théorique, puis sur comment valoriser l'électricité produite. On parlera de vente totale, autoconsommation, etc. Ensuite, on passera sur les étapes d'un projet. Puis Antoine vous fera un focus sur l'étude de faisabilité et ensuite sur qui investit. Puis enfin, on parlera de combien ça coûte assez rapidement et ensuite qu'est-ce qu'on fera par la suite. J'ai oublié de dire avant toute chose pourquoi ce webinaire il a été organisé parce que depuis le début de l'année, la métropole avec qui on travaille, qui est notre principal financeur, nous a chargé, enfin oui, nous a chargé de construire un accompagnement sur le solaire photovoltaïque. En fait, on a remarqué qu'on avait beaucoup de demandes de copropriétés qui venaient nous voir pour nous demander qu'est-ce qu'ils pouvaient faire sur copropriété. Et en fait, à l'échelle nationale, on a encore très peu de réponses. Donc, à la fois, la métropole nous a demandé ce que nous, on pouvait faire et aussi, ils ont engagé Enercop pour effectuer deux études de faisabilité sur deux copropriétés bien distinctes de la métropole de Grenoble, avec l'idée qu'on puisse obtenir des réponses à toutes nos questions. Donc, c'est possible qu'on n'ait pas toutes les réponses ce soir aux questions que vous allez poser. L'idée, c'est de faire un premier webinaire aujourd'hui et il y aura sûrement un deuxième webinaire qui arrivera en fin d'année ou en début d'année prochaine, lorsqu'on aura un peu plus de recul, qu'on aura eu l'étude de faisabilité, enfin les études de faisabilité d'Enercop qui nous aura apporté des réponses techniques, qu'on aura aussi des réponses juridiques sûrement un peu plus importantes, et puis qu'au niveau de la LEC, on aura réussi à construire un accompagnement un peu plus poussé, voilà, pour vous accompagner dans toutes les démarches. Donc l'ALEC, on est expert sur l'énergie depuis plus de 20 ans. On déploie les politiques climatiques et de transition énergétique des actionnaires, parce qu'on est une société publique locale. Et donc on a notamment la métropole comme actionnaire, le département de l'Isère et 45 communes de la métropole. On a aussi le SMAG ou le CIVOM. Donc notre but, on est à destination des habitants qui vivent en copropriété comme vous ou dans des maisons individuelles, des collectivités, des entreprises, et on informe, on sensibilise et on conseille sur les économies d'énergie, et on accompagne les habitants dans plein de projets différents. Donc les habitants sur la rénovation énergétique de logement, les collectivités, les entreprises dans la performance énergétique des bâtiments, les collectivités dans la définition et la mise en œuvre des plans climat, air, énergie. On forme aussi, comme ce soir, et on outille les acteurs du territoire. Et donc, on est une équipe de 60 personnes basée à Saint-Martin-d'Hères. Donc, on va commencer directement sur le b.a.-ba théorique. Euh, on distingue donc le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque, ça définit l'utilisation du soleil pour produire de l'électricité. Quant au solaire thermique, ça définit la production de chaleur pour l'eau chaude sanitaire et ou le chauffage. Donc, ce soir, nous, on va s'intéresser essentiellement au solaire photovoltaïque. Et donc, le principe de fonctionnement du solaire photovoltaïque, c'est que on utilise l'effet photoélectrique afin de transformer les photons émis par le soleil en électricité. Les panneaux produisent un courant continu et qui est transformé ensuite en courant alternatif aux normes du réseau par un ou plusieurs onduleurs. Comme on peut le voir voilà, sur cette illustration, la composition d'une installation. Donc, on a le champ photovoltaïque en 1, donc c'est voilà, l'ensemble des panneaux solaires photovoltaïques. Ensuite, on a un boîtier de protection du courant continu en 2. Puis en 3, on a l'onduleur. Donc l'onduleur, il va servir à convertir le courant continu en courant alternatif, puisque
Euh, les panneaux solaires produisent du courant continu et nous, on utilise sur le réseau, on utilise du courant alternatif. L'onduleur, il sert également à faire fonctionner les capteurs PV au maximum de leur puissance, quel que soit l'ensoleillement et la température, et il se déconnecte en cas d'absence de tension du réseau. Ensuite, on a en quatrième position, on a un boîtier de protection du courant alternatif. Puis, on a le compteur de production, euh, puis le départ du réseau. Enfin, on a un compteur des consommations et les consommations domestiques. Donc, là, ça correspond à la prise que vous avez chez vous ou dans votre copropriété. On a donc différents types d'installations pour les panneaux solaires. On a l'installation en surimposition, donc sur rail. On a de l'installation intégrée au bâti, donc à la place des tuiles. Et on a de l'installation en bac lesté sur les toitures plates ou toitures terrasses, comme on les appelle en copropriété. Une chose assez importante aussi à comprendre, c'est la trajectoire et l'orientation du soleil vont avoir une importance sur la façon de positionner les panneaux photovoltaïques. Donc, vous pouvez voir sur le tableau de gauche, en fait, c'est le ratio de productivité. Plus il est proche de 1, meilleur il est. Donc, on remarque environ, avec une orientation d'environ 30 degrés dirigé vers le sud, c'est là qu'on a la meilleure productivité pour les panneaux solaires photovoltaïques, tout en sachant que sur l'image de gauche, on voit que la courbe du soleil n'est pas la même en fonction du moment de l'année où on se situe. Plus on est, en ce moment, on est proche de la verticale. Et donc, en fonction de quand est-ce qu'on veut produire un maximum d'électricité, on va pouvoir jouer sur cette orientation à la fois nord-sud, entre guillemets, et aussi en termes de degré de pente, si c'est possible en tout cas. Sur forcément sur une toiture plate, on va pouvoir modifier le degré d'inclinaison des panneaux. Sur une toiture en pente, on pourra pas vraiment, on devra s'adapter à l'inclinaison de la toiture existante. Il y a une notion importante à distinguer, c'est la question de quantité et de puissance. Donc, vous allez souvent entendre parler de kilowattheure et de kilowattheure crête. Il ne faut pas les confondre. Le kilowattheure, c'est la quantité d'énergie produite. Et le kilowattheure crête, c'est la puissance maximale fournie par l'installation. Donc, la kilowattheure crête, c'est ce qui va permettre de catégoriser les installations. On dira qu'on installe 3 kWh crête, 4 kWh crête. Et donc, pour une puissance solaire installée d'1 kWh crête, on va avoir une production solaire annuelle maximale entre 1100 kWh à 1400 kWh. Sur la région grenobloise, on est à 1200, on tourne 1250 kWh. Euh, ce kilowattheure crête, ça représente environ 3 à 4 panneaux. Ça, c'est un chiffre qui a tendance à se réduire parce que plus la technologie avance, plus on fait des panneaux puissants. Donc avant, on avait des panneaux qui avaient une puissance d'environ 300, 300 watts crête. Et maintenant, on arrive à avoir des panneaux à plus de 400 watts crête. Donc pour la, pour le même nombre de panneaux, on va avoir une plus grande puissance. Et donc pour une même surface, on va avoir une plus grande puissance. Que là, pour 1 kWh crête, on estime environ à une surface de panneaux entre 5 et 6 mètres carrés. Pardon. On s'interroge aussi souvent sur la fin de vie des panneaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, 94% des composants des panneaux seront recyclables. On a 67% de verre, 12% d'aluminium, on a environ 9% de plastique, et ensuite on a du silicium à 4% et du cuivre, deux types de cuivre à environ 2%.
Donc voilà, 94% des composants des panneaux sont recyclables et la filière est, euh, est assez bien développée sur ce point. Alors, est-ce qu'il y avait des questions, Antoine, sur... Alors, il y a eu deux questions. Une première question sur la question par rapport au chauffage thermique. On demandait, c'était Christine qui demandait si pour lui remplacer du chauffage urbain, c'était Chauffage plutôt urbain, du c'était solaire plutôt du thermique. solaire thermique. Donc, effectivement, vu qu'on est sur une Effectivement, vu distribution qu'on est hydraulique de sur la une chaleur, ça va être hydraulique plutôt du solaire thermique qui va être concerné. Et vis-à-vis des conditions, non, les conditions pour installer du photovoltaïque et du du foot. solaire thermique ne sont pas exactement les mêmes. On va pas chercher la même irradiation. Et le solaire thermique est beaucoup plus lourd de par le réseau hydraulique Réseau hydraulique, qui va être intégré. qui va être intégré. Et une autre question, alors c'est spécifique, on demandait s'il existait des panneaux adaptables sur des toits arrondis. Alors c'est pas les panneaux qui Alors, vont c'est être pas les panneaux adaptables, qui c'est vont le être système de adaptables, c'est le fixation, système de fixation, l'intégration des panneaux qui l'intégration pourra des être panneaux adaptée. qui vont Par contre, ce sont être des modes adaptés de par fonctionnement qui ne disposent pas des garanties nécessaires pour bénéficier de différentes aides dont on verra, Guillaume va nous présenter juste après. Donc ça se fait très très peu ou dans des cas très spécifiques. Ah, et il y a une dernière question qui vient Merci. d'arriver. Est-ce qu'il est possible de suspendre des panneaux sur des balcons intégrés au bâti? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je pense que c'est de savoir est-ce qu'on peut mettre des panneaux sur son balcon finalement. Donc ça va être plutôt des solutions individuelles. Oui, ça existe. Après, il y a des contraintes. Ça, typiquement, c'est des questions qu'on répondra, je pense, au deuxième webinaire parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses juridiques là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va falloir avoir des autorisations d'urbanisme puisque ça va modifier l'aspect de la façade et il va également falloir avoir l'autorisation de la copro bah, pour la même raison. Si c'est tout bon, je vais passer à la suite. On est bon. Donc, comment valoriser l'électricité produite? Donc, je vais vous présenter trois modes de valorisation, puisque c'est les plus opportuns en copropriété. Donc, il y a la vente totale, la vente des surplus avec l'autoconsommation individuelle par les communs et l'autoconsommation collective. Avant de vous présenter chacun, il faut bien comprendre deux notions, la notion d'autoconsommation et la notion d'autoproduction. Donc l'autoconsommation, c'est consommer tout ou partie de l'énergie qu'on produit. Donc dans le cas d'une consommation partielle, l'électricité, elle est injectée sur le réseau et elle peut être vendue à un fournisseur. Euh, donc voilà, parce qu'on va autoconsommer, mais on n'arrivera sûrement pas à autoconsommer toute l'électricité qu'on va produire. Donc on va en réinjecter sur le réseau et elle serait vendue. On parle donc de revente de surplus. Et également, il faut avoir en tête que on, on peut croire qu'on va arriver à couvrir l'ensemble de ces besoins énergétiques grâce à la production solaire photovoltaïque, mais c'est enfin, c'est pratiquement impossible pour pas dire impossible euh, pour diverses raisons, notamment parce que les panneaux aussi vont produire la plupart de leur production, ça va se situer en journée dans des moments très ensoleillés quand la consommation individuelle, elle est plus élevée en hiver, quand on a besoin d'allumer plus les lumières, etc. Et, euh, et en plus, comme on peut le voir sur le schéma, en bleu, c'est les consommations. Bon, là, c'est un profil type. Généralement, on consomme le plus le matin au réveil et le soir en rentrant du travail. Euh, donc voilà. Donc les deux notions clés, c'est le taux d'autoconsommation. Donc le taux d'autoconsommation, c'est la production qu'on va autoconsommer par rapport à sa production totale. Euh, et donc c'est la partie en vert sur le graphique. Et le taux d'autoproduction, donc c'est la consommation autoproduite
par rapport à notre consommation totale. Donc c'est également la partie en vert, mais à mettre en exergue avec toute la partie en bleu où finalement on va consommer, mais là on n'aura pas d'électricité, euh, ce sera pas l'électricité qu'on aura produit. Et tout ce qu'on a en jaune, donc c'est le surplus de production, donc c'est tout ce qu'on a produit et qu'on n'a pas pu consommer à l'instant T où on l'a produit. Parce qu'en fait, il existe des solutions de stockage, mais sur batterie, c'est rarement viable et économiquement. Donc, on essaie de consommer la production qu'on a à l'instant T. Ceci étant dit, donc, la vente totale, c'est l'électricité, elle est produite par une installation collective. Cette production, elle est comptabilisée à l'aide d'un compteur de production. Et donc, elle alimente l'électricité, elle alimente ensuite le réseau public électrique. Donc, cette électricité, elle est vendue à un acheteur d'énergie ayant l'obligation d'achat. C'est-à-dire qu'il y a notamment EDF ou des entreprises locales de distribution, elles ont l'obligation de vous acheter l'électricité que vous produisez pendant 20 ans à un prix fixe. C'est 20 ans sans reconduction. Et donc, les bénéfices sont répartis au tantième entre tous les propriétaires, les copropriétaires. Donc, cette solution, elle est plutôt adaptée pour les petites consommations d'électricité, parce que si vous avez une petite consommation d'électricité, ben, vous n'allez pas avoir grand intérêt à autoconsommer, ou pour les grandes toitures où on va chercher à maximiser donc la taille de la centrale photovoltaïque. Ensuite, il y a la vente de surplus avec autoconsommation individuelle par les communs. Donc l'électricité, elle est produite par une ou plusieurs installations photovoltaïques indépendantes. Cette production, elle est ensuite comptabilisée à l'aide d'un compteur commun par poste. Et ensuite, l'électricité, elle alimente individuellement chacun des postes. Donc l'ascenseur ou les, euh, les luminaires, voilà, toutes les consommations que vous pouvez avoir dans vos communs, ça peut être style la piscine ou la ventilation commune. Ouais. Et donc là, encore une fois, le surplus, qui va être non consommé, il va être vendu à un acheteur qui est obligé, donc les mêmes que pour la vente totale. Les bénéfices sont également répartis au tantième entre tous les copropriétaires. Et donc, l'électricité qui va être consommée directement sur la copropriété, ça induit une baisse des charges collectives. Et donc, c'est une solution qui est plutôt adaptée pour les gros consommateurs d'électricité ou, ou pour les petites toitures. Et donc là, vous allez me dire peut-être pourquoi ne pas toujours faire de la vente de surplus finalement plutôt que de la vente totale, autant qu'on consomme, euh, enfin qu'on utilise l'électricité qu'on produit pour alimenter les communs et ensuite on revend le surplus. Eh bien en fait, c'est important de choisir un modèle puisqu'en fait, l'obligation d'achat, elle se fait à un certain tarif. Et comme vous pouvez voir, bon, à part là, c'est la première fois que ça arrive pour les installations entre 3 et 9 kWh crête, où le tarif de vente du surplus est plus élevé que celui de vente totale. Mais sinon, euh, dans la majorité des cas, la vente totale, le kilowattheure est vendu plus cher en vente totale qu'en vente du surplus. Ce qui fait qu'en fait, si vous avez bien tout suivi, si vous si vous autoconsommez pas assez de l'électricité que vous produisez, dans le cas de la vente du surplus, eh ben, vous allez vendre cette électricité moins cher qu'en vente totale, alors que ça aurait été plus intéressant, voilà, de faire que de la vente totale pour vendre l'électricité plus cher. Il est à noter que ces tarifs ont à tendance décroissante dans le temps. C'est pour ça que ceux qui ont installé des panneaux il y a 10, 15 ans, eh ben, ils vendaient leur électricité bien plus cher. Ces tarifs sont révisés tous les trimestres environ. Donc là, ils sont valables jusqu'au 31 juillet 2024. Et enfin, donc il reste un dernier mode, c'est l'autoconsommation collective. Euh, donc là, l'électricité, elle est produite par une installation
photovoltaïque est comptabilisée à l'aide d'un compteur de production, comme pour la vente totale. L'électricité, elle alimente ensuite le réseau public d'électricité, euh, encore comme la vente totale. Mais en fait, on a un compteur et l'électricité, elle est ensuite cédée ou vendue aux copropriétaires de manière individuelle par le biais de contrats de vente. Donc en fait, la copropriété revend l'électricité qu'elle a produite à des copropriétaires volontaires ou à la copropriété pour les communs. Les bénéfices de la vente sont répartis au tantième pour tous les copropriétaires et les copropriétaires volontaires, donc qui souhaitent consommer l'électricité produite par la copropriété, ils bénéficient donc d'une réduction de tarifs sur leur consommation individuelle. Donc en fait, ça, à la différence de la vente totale ou et de l'autoconsommation avec vente de surplus, la production, elle est au préalable vendue ou cédée aux différents copropriétaires. Et donc, ça nécessite en fait un véhicule juridique il y a de la vente, donc il y a la TVA, il y a des taxes qui vont s'appliquer. Et donc, ça nécessite ce qu'on appelle une personne morale organisatrice. Euh, et ça, c'est donc l'autoconsommation collective. Je pense que c'est c'est un fonctionnement d'avenir, mais il reste encore euh, beaucoup de flou sur la manière dont le mettre en place, sur voilà, comment faire adhérer les copropriétés à ce mode de consommation pour que voilà, ensuite les copropriétaires ou d'autres personnes en profitent. C'est assez complexe à comprendre la première fois qu'on en entend parler, c'est normal. Je vous ai fait un petit exemple fictif pour comprendre l'intérêt de l'autoconsommation collective. Si on imagine qu'en vente totale, la copropriété, elle peut vendre l'électricité qu'elle produit à 15 centimes du kilowattheure. Le prix de l'électricité pour les particuliers, lui, il est à 25 centimes. Voilà, on l'a payé par exemple auprès de DF ou Total Énergie à 25 centimes. Euh, et bien, si la copropriété décide de revendre sa production à 20 centimes du kilowattheure, de ce côté, la copropriété elle va gagner 5 centimes par rapport à la vente totale et le particulier, lui, va gagner 5 centimes en achetant l'électricité à la copropriété plutôt qu'à son fournisseur habituel. Donc en fait, l'intérêt, c'est de, si vous vous souvenez de la courbe avec le taux d'autoproduction, et ben l'idée, ça va être de rajouter des consommateurs, pour que finalement, au moment où l'installation produit le plus, et ben on n'est pas juste la copropriété qui consomme pour les communs, mais on est plusieurs personnes qui consomment en même temps l'électricité voilà, pour leur usage personnel. Et donc, ils vont y trouver un intérêt à l'acheter moins cher qu'ils l'achèteraient à EDF à la copropriété. Et la copropriété, elle le vend plus cher que qu'elle le vendrait dans le cas de la vente totale. On a fini sur cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, j'ai mon micro, ouais. On a alors il y a deux remarques plutôt, mais sur lesquelles on peut rebondir. Arwan qui nous dit on Ouais. peut également donner cette énergie ou se constituer en fournisseur d'énergie et vendre cette production à des clients. Alors effectivement, il y a des formats qui existent pour faire du don d'électricité. Alors déjà, si on a une centrale de moins de 3 kilos, on peut injecter dans le réseau le surplus sans que ce soit revendu. Il y a une tolérance de la part d'Enedis. Euh, il y a des formats de dons à des associations notamment. On peut donner à des associations qui luttent contre la précarité énergétique. Et effectivement, donc il nous soulignait l'existence des AMEP, des organisations qui sont des mini-boucles en fait d'autoconso collectif d'une certaine manière, où il y a une partie de l'électricité, le surplus, qui est donné en fait au voisinage. C'est des communautés énergétiques qui se mettent en place un petit peu. Et par contre, sur la deuxième partie, on peut se constituer en fournisseur d'électricité et vendre cette production à des clients. C'est quand même un peu plus compliqué que ça d'être producteur, d'être fournisseur d'électricité. Donc ça, non, on peut pas s'improviser fournisseur. Francine nous dit en autoconsommation collective, il faut un deuxième contrat avec un fournisseur. Effectivement, en fait, quand vous êtes en autoconso collective, vous avez la partie qui va être couverte par la boucle d'autoconso collective, la production, mais vous conservez votre contrat initial en fait avec votre fournisseur actuel.
et vient se déduire de votre facture habituelle, la partie qui est couverte par la boucle d'autoconsommation. Ok, merci. Bon, j'imagine que c'était clair, du coup, si on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à continuer à écrire vos questions dans le chat, on y répondra peut-être pas tout de suite. S'il y en a qui viennent au fur et à mesure, on prendra un temps pour répondre aux questions aussi à la fin du webinaire. Ouais, tout à fait. Et maintenant, du coup, les étapes d'un projet. Donc, il va y avoir trois étapes principales. Il va y avoir l'état des lieux. On va évaluer son potentiel, connaître son profil de consommation, mobiliser la copropriété. Comme on le sait, c'est très important. Et demander des devis d'études de faisabilité. Ensuite, une fois qu'on aura reçu des devis d'études de faisabilité, on va avoir une première AG où on va choisir un bureau d'études pour réaliser cette étude de faisabilité. Puis ce bureau d'études va réaliser l'étude de faisabilité. Donc le but, c'est d'évaluer la viabilité technique, évaluer la viabilité économique, choisir un modèle de production. Puis ensuite, on pourra consulter des entreprises travaux pour voter dans une deuxième AG la validation des travaux en fonction de ce qui aurait été choisi grâce à l'étude de faisabilité. Et donc, les travaux, on lancera ensuite les démarches et le suivi de chantier. Donc, je vais revenir un par un sur les étapes que j'ai décrites. Donc, pour l'état des lieux, on peut évaluer son potentiel. Alors, sur la métropole, il y a le cadastre solaire qui existe. Donc là, j'ai fait une petite simulation sur le bâtiment où je me trouve. Donc, c'est une première idée pour dégrossir, hein. C'est loin d'être parfait, mais au moins, vous pouvez voir à peu près si les conditions semblent bonnes. Donc voilà, sur le site de la métropole, vous pouvez trouver le cadastre solaire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site photovoltaïque.info. Donc il y a énormément d'informations sur ce site et il y a notamment une rubrique évaluer mon devis photovoltaïque et donc ça permet de faire des simulations. Ce qui va être très important, on a parlé voilà, notamment en autoconsommation, ça va être de connaître son profil de consommation. Donc en fait, il est important de connaître ses consommations d'électricité et la puissance des équipements présents. C'est également important de connaître comment l'électricité elle est consommée dans le temps, jour, nuit, été, hiver. On va pas avoir la même consommation en été qu'en hiver. Et voilà. Et quelle est la puissance électrique appelée lorsqu'on met les équipements en fonctionnement? Et donc, ces deux données, ça représente ce qu'on appelle la courbe de charge. Euh, Donc, la courbe de charge, c'est voilà, c'est votre consommation à un instant T. Et ça va être important pour déterminer voilà, quelle est la quantité d'énergie que vous produisez, à quel moment de la journée, et donc en quoi ça va corroborer avec la production photovoltaïque qu'on va simuler sur votre copropriété. Cette courbe de charge, vous pouvez dès à présent l'obtenir. Si vous êtes équipé d'un Linky, vous pouvez la récupérer sur votre compte Enedis. Et à Grenoble et ses filiales, vous pouvez envoyer un mail à accueil.grd@greenup.fr et pour obtenir votre courbe de charge. Et donc, vous pouvez obtenir la courbe de charge à la fois pour vos compteurs individuels et à la fois pour la copropriété si vous faites partie du conseil syndical de la copropriété. Il va être important, donc je disais, de mobiliser la copropriété, donc d'identifier d'abord les éventuels freins au projet, s'il y a des problèmes financiers, si on a un conseil syndical et ou un syndic peu présent, puisque ça va être eux les relais d'information dans la copropriété. Donc voilà, s'ils ne vous suivent pas du tout sur votre projet, ça va être compliqué de le mener à bout. Savoir également aussi s'il n'y a pas déjà un gros projet déjà en cours, par exemple des lourds projets de rénovation, de réfection, voilà, sur la copropriété qui pourrait être euh, engendrer de grosses dépenses et donc freiner l'envie des copropriétaires de dépenser également de l'argent voilà, pour faire
une installation photovoltaïque, bien qu'on va voir plus tard qu'il existe des moyens d'exploiter son toit sans que la propriété ne dépense d'argent. Et il va être important également de faire preuve de pédagogie, donc de s'assurer que l'ensemble des copropriétaires ait bien compris la démarche dans laquelle on s'engage, pourquoi on réfléchit à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de la copropriété. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir établir un cahier des charges de consultation d'entreprise, donc de bureau d'études, pour qu'elle réalise une étude de faisabilité sur la copropriété. Ça va être important pour exprimer ses attentes, le délai dans lequel on veut avoir une réponse, le type d'installation si on sait déjà ce qu'on veut faire. On va pouvoir fournir dans ce cahier des charges des informations sur la copropriété, donc la fameuse courbe de charge, mais aussi des plans de la copropriété et tout autre document qui pourrait vous sembler utile ou qu'on vous demandera, que les entreprises pourront vous demander. Et voilà, on essaie toujours d'obtenir, si possible, trois devis différents pour pouvoir comparer les offres. Ensuite, je vous ai parlé du vote en AG, donc c'est un vote, le vote de l'étude de faisabilité se fait à l'article 24, donc la majorité des personnes présentes est représentée. Sur l'étude de faisabilité, bon, je vais passer très rapidement puisqu'Antoine va en reparler plus longuement, mais les résultats attendus, donc c'est la faisabilité technique, donc les différentes contraintes architecturales, les contraintes de structure, la viabilité économique, le coût de l'installation, le temps de retour sur investissement, et généralement, euh, c'est mieux de le demander, la fourniture d'un cahier des charges de consultation des entreprises, donc pour consulter des entreprises qui vont ensuite installer les panneaux photovoltaïques sur le toit. Parce que votre bureau, alors il y a certaines entreprises qui ont des, des bureaux d'études qui font l'étude de faisabilité, elle est inclue euh, au sein de l'entreprise. Mais Enercop, par exemple, ils font des études de faisabilité, mais ils n'installent pas sur les toits des bâtiments enfin, des copropriétés. Et donc, ce cahier des charges de consultation des entreprises, ça va permettre d'avoir des devis uniformes euh, et qui intègrent tous les éléments techniques importants. Donc, vous allez consulter une entreprise enfin, plusieurs entreprises avec un cahier des charges et vous êtes assuré qu'elles répondent toutes de la même manière. Alors que si vous faites cette consultation d'entreprise sans cahier des charges, vous pouvez avoir des devis complètement différents vous allez avoir énormément de mal à pouvoir les comparer. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt de faire une étude de faisabilité, en plus de se rendre compte de ce qui est réellement possible sur votre copropriété. Et ensuite, le vote des travaux, pareil, c'est à l'article 24, la majorité des personnes présentes est représentée. Et donc, l'ensemble des travaux sont à la charge des copropriétaires qui portent l'entière responsabilité de l'installation, l'entretien, dépannage, assurance, excepté, on va vous présenter plus tard si la copropriété finalement lègue son toit pour que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse l'installation. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut lancer les démarches administratives et financières. Est-ce que c'est tout bon sur la partie étape du projet? Il y a une question que tu prendras peut-être mieux que moi de la part de Cécile qui demandait c'est pas plutôt accueil, mais je sais pas à quoi ça faisait référence. Peut-être Cécile Mhm. de nous clarifier la question à l'oral. Sinon, ça restera peut-être un mystère. Et sinon, Erwan qui Ah demandait oui, le lien pour du l'adresse cadastre. de la courbe de charge. C'était pour l'adresse de la courbe de charge. J'ai peut-être fait une erreur dans la rédaction. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui, accueil. Ah oui, t'as écrit accueil Ouais, avec un. j'ai mal écrit. Donc Ouais, c'est effectivement, ça. c'est accueil sans faute d'orthographe, Comme le, ouais, sans faute, c'est ça. comme le mot. Bien vu. On Ah, nous demandait aussi le lien pour le cadastre solaire. Donc il a été mis par Jean-Marc dans le chat, mais on pourra le remettre dans le diapo.
Ouais, de toute façon, il est dans le diapo, donc vu que je transmettrai le diapo, vous pourrez l'avoir, et pas de souci. Une question de Euh, Damien, mais je vais pas y répondre tout de suite parce que ça, dans le diapo, et diapo que à la fin de la pensez-vous des... présentation. ouais. Que pensez-vous des kits solaires? Je ne sais pas si tu as un retour, toi, sur les kits solaires. J'ai des retours, mais Forcément je pense répondre on maintenant. en parlera à la fin. Ouais. Ouais, ok. On déroule. Et je vois Christine se demande si les cas solaires sont disponibles dans toutes les villes de la métropole en tout cas, oui, pour le cas solaire. Après, ça, c'est les métropoles qui décident de mettre en place des cadastres solaires ou non sur leur territoire. Donc à Grenoble, il y en a un. Après, je ne peux pas vous répondre pour d'autres villes. Voilà. Il y a une dernière question peut-être de Francine qui nous demande si les revenus de la revente sont imposables. Alors, une petite partie l'est. Alors c'est complexe, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme 30% du revenu généré grâce à la revente d'électricité qui est imposable à votre taux habituel. Mettez des petits guillemets sur cette définition, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça représente assez peu dans le dans le montant total. Ouais, ça c'est typiquement aussi des questions qu'on doit éclaircir de manière juridique. Enfin, on n'a pas exactement toutes les réponses là-dessus. En tout cas, dans le cadre spécifique d'une copropriété, effectivement, il faudra se poser la question. Ouais. Eh ben, bon, je vais te laisser la main pour la suite, Antoine. Eh ben parfait, je prends, merci. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche très bien. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Antoine Garnier. Je bosse au bureau d'études d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, on est un fournisseur d'électricité. À la base, donc, créé il y a dans les années 2000 à l'ouverture du marché de l'électricité, qui se base exclusivement sur une fourniture d'électricité renouvelable. Qui est organisé en coopérative pour permettre en fait à tous les consommateurs, les clients, les producteurs avec qui on travaille d'être sociétaires de la coopérative et de participer aux prises de décision pour permettre justement une réappropriation citoyenne. On est organisé en SIC et on est sur le format de une personne, une voix au moment de nos conseils d'administration, par exemple, et de nos assemblées générales. Depuis la création d'Enercop, donc aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 clients, pour donner un peu un ordre de grandeur, ce qui est pas beaucoup au niveau des 35 millions de compteurs qu'il y a en France. Mais surtout, en fait, on a accompagné des centrales villageoises, des collectivités et ces types de projets-là à développer du photovoltaïque, un petit peu d'éolien aussi et un peu d'hydraulique. Aujourd'hui, on est aussi développeur. Donc développeur, ça veut dire on va d'étudier et construire nos propres parcs solaires qui vont produire de l'électricité qu'on va avoir à Enercop pour vendre à nos clients à la fin de la chaîne. Et le dernier point, c'est qu'on est également bureau d'études. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui. On est bureau d'études, donc on accompagne des collectivités, comme par exemple la ville de Grenoble ou la métropole, des professionnels, des entreprises et un petit peu des particuliers dans une moindre mesure, à faire toutes les études préalables à la mise en place d'une centrale photovoltaïque. Euh, Dans le cadre spécifique qui nous concerne aujourd'hui, pourquoi on a été invité à ce webinaire, c'est comme le disait Guillaume, en fait, la métro veut mettre en place un accompagnement, enfin la métro et l'ALEC veulent mettre en place un accompagnement des copropriétés. Donc c'est pour ça que la métro a pris en charge 2 études de copropriété. On a remporté l'appel d'offres et on est donc aujourd'hui sur ces études-là. L'objectif, c'est de construire un retour d'expérience sur ces projets-là. Donc là, aujourd'hui, on fait vraiment le b.a.-ba des études. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans une étude de faisabilité et justement les questions, les différents portages qu'il peut y avoir sur ces projets-là. Et l'idée, c'est qu'il y ait le deuxième webinaire où on aura le retour d'expérience sur
première expérience, hein, on peut le dire, s'il n'y a pas beaucoup de projets comme ça sur des copropriétés. Donc les études de faisabilité, ce qu'il faut bien comprendre, je peux déjà peut-être anticiper une question qui va arriver, c'est quelque chose qui est payant, hein. On passe du temps dessus. L'objectif, en fait, c'est tout simplement de pouvoir savoir si on va pouvoir faire une installation solaire. Donc, on va dire au tout début de l'étude, ou alors si ça c'est quelque chose qui peut avoir été fait avant, par exemple par la LEC, on va aller regarder quelles sont les premières contraintes. Est-ce qu'il n'y a pas des freins qui vont vraiment compliquer le projet? Euh, la première chose qu'on regarde, enfin, je vais dire la première chose, mais je vais dire plusieurs fois la première chose qu'on peut regarder dans le désordre, mais c'est le masque lointain. Ce qu'on appelle le masque lointain, en fait, c'est tout ce qui va pouvoir provoquer, c'est la ligne d'horizon, en fait, qui va pouvoir provoquer un ombrage et donc une arrivée tardive du soleil sur les panneaux solaires. Dans notre cuvette, on sait très bien que le soleil se lève un petit peu plus tard et se couche un petit peu plus tôt que dans d'autres villes en France. Là, par exemple, je vous ai mis un masque solaire je crois que j'ai pris de la mairie de Cessiné. Donc, quand on est à Cessiné, vous avez donc sur le graphique la ligne bleue qui représente en fait tout le relief alentour que va, qui va freiner l'arrivée des rayons du soleil sur les panneaux solaires. Et vous avez 12 courbes qui représentent chacune en fait un mois de l'année. La plus petite étant, bon, ça doit être le mois de décembre, si je dis pas de bêtises, le mois le moins ensoleillé, et la plus haute le mois de juillet. Euh, donc là, voilà, on va pouvoir déjà s'assurer qu'il y a bien un productible initial qui est suffisant pour étudier. On va regarder les questions d'urbanisme, notamment le plan local d'urbanisme, lui, les questions de patrimoine. Là, je vous ai mis par exemple un extrait de la carte du patrimoine de France. Donc les zones rouges sont des zones qui entourent des sites remarquables. Et ce sont des endroits où il y a des conditions particulières, par exemple pour installer du photovoltaïque, où on fait pas n'importe quoi sur les toits des bâtiments. Ça ne veut pas dire que ce sera pas possible, ça veut dire qu'il va falloir faire des démarches supplémentaires auprès de la commune et auprès des architectes des bâtiments de France. On va regarder aussi la composition de la toiture, si on est sur un parc, enfin sur une centrale en toiture, et s'assurer qu'il n'y a pas de choses qui viennent bloquer. Donc, dans un premier temps, on va regarder légèrement, ça c'est en amont, et dans les études, on va regarder plus en détail. Alors, ça peut avancer. Ouais. Donc, une étude de faisabilité, une des premières étapes, ça va être de venir visiter le site. Donc là, par exemple, je vous ai mis les deux sites les deux écopropriétés qu'on est en train d'étudier avec la métro. Euh, Pourquoi? La première chose, c'est qu'on va rencontrer les maîtres d'ouvrage. Donc, quand on parle de maître d'ouvrage, c'est vous, c'est les copropriétés, c'est la personne en fait qui paye l'étude. Alors là, c'est particulier parce que c'est le métro, mais en théorie, du coup, ce serait la copropriété. Pour bien valider les objectifs de l'étude, dans le cas des copropriétés, valider comment est organisée la copropriété. S'il y a différents îlots, s'il y a différents lots, si la toiture appartient à tout le monde, si elle appartient qu'aux personnes qui habitent au dernier étage, ça peut être de cas de figure comme ça. Donc ça, c'est des choses pour nous qu'il faudra bien valider et qui, pour vous, c'est bien si vous l'avez clarifié en amont. Et voilà, ensuite, tout simplement, on va aller visiter le bâtiment. Donc, on va aller voir la toiture. Donc là, on voit sur la toiture en haut à gauche que la toiture est plutôt belle, droite, bien orientée. Enfin, là, on est sur un est-ouest, mais on voit qu'il y a pas mal de petites sorties d'aération. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. C'est des endroits où on va pas pouvoir poser de panneaux solaires. Donc ça, il faut bien le voir. On va pouvoir jeter un œil sur la charpente, par exemple. Alors, ça va être vraiment juste jeter un œil parce que probablement qu'il faudra faire une étude charpente supplémentaire. Ça, c'est pas nous, mais il faut s'assurer que la toiture puisse supporter le poids supplémentaire des panneaux solaires. Vérifier l'orientation, l'inclinaison, bien entendu. On va s'assurer, une chose importante, c'est la présence de masques proches. Là, on peut voir, par exemple, en bas à gauche, vous avez entouré deux arbres qui sont assez grands, hein, c'est des beaux arbres. Là, j'ai tourné. Des beaux arbres et on les voit quand on est sur le toit, sur la photo en bas à droite, ils vont venir faire un petit masque. Alors ce masque, il va falloir le modéliser. Nous, derrière, on va le retravailler. Il va pas faire un masque toute l'année, donc on va devoir calculer s'il est trop important ou pas pour le faire. Mais par exemple, l'arbre qui est devant, qu'on voit en bas à droite, là, aujourd'hui, il fait cette taille parce qu'il vient d'être élagué. Mais dans 3 ans, il fera la taille de l'arbre qui est derrière. Donc là, il va faire un masque plus important. Donc ça, c'est des choses qu'il faut identifier. On regarde où est-ce qu'on va pouvoir faire passer les câbles, où est-ce que le raccordement du réseau est prévu, où est-ce que le raccordement de l'immeuble, si on prévoit de faire l'autoconsommation.
Et dans copropriété, il faut prévoir ce qu'il peut y avoir. 40 cm par 60 cm de haut peut-être, qui a besoin d'être dans un coffret s'il est dehors pour être protégé. S'il est dans un local fermé, bah, il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'il puisse se ventiler. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Où est-ce qu'on va pouvoir mettre l'onduleur? Il faut qu'il soit dans les parties communes, euh, toujours en copropriété. Il peut être dehors, il peut être dedans, mais voilà, il faut le prévoir. Et au moment de la visite, de la rencontre des maîtres d'ouvrage, on va aussi essayer de récupérer un maximum d'informations. Les plans, parce que nous, on va pouvoir remodéliser l'immeuble, le bâtiment derrière. Tout ce qui est DOE, donc les documents d'ouvrage exécutés, dossier d'ouvrage exécuté, je sais pas. En fait, qui va être à chaque fois qu'il y a un artisan qui vient et qui fait des travaux sur le bâtiment, bah, il doit remettre un DOE qui comporte en fait tous les éléments qu'il a mis, tous les composants. Donc nous, ça nous permet de bien étudier ce qui compose la toiture. Et dans le cas où on va faire une étude économique, on va avoir aussi besoin des factures, contrats et factures d'électricité pour avoir les prix, le prix de l'électricité payé, les consommations et ces choses-là. Je l'ai pas noté, on va aussi demander à avoir accès, le droit d'avoir accès aux courbes de charge de consommation que nous, on pourra récupérer directement après auprès d'Enedis ou de Greenalp, les gestionnaires du réseau. La deuxième étape, une fois qu'on a récupéré tous ces éléments et que on a fait la visite et qu'on a compris comment était composée la toiture, eh ben, en fait, on va modéliser le bâtiment. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Le premier en haut à gauche, une modélisation toute simple pour une maison de particulier. C'est une étude qui est faite, le type d'étude que peut proposer SolarCop, par exemple. Euh, et vous avez des modélisations qui sont beaucoup plus complexes. Je vous ai mis en bas, par exemple, un collège. Et imaginons qu'on va modéliser une tour de plusieurs étages avec beaucoup d'encombrements sur le toit, avec des ventilations, des groupes froids ou autres. Forcément, ça va demander du temps à modéliser. Cette modélisation, en fait, elle sert derrière, et ben, tout simplement à placer les panneaux solaires. Donc, on voit sur la photo en bas à droite où vous voyez les panneaux solaires qui sont en vert et rouge. En fait, tout simplement, on va implanter un maximum de panneaux. Vont être les zones où il y a moins bon productible. Et la photo enfin, parle d'elle-même, mais si vous avez des clarifications, n'hésitez pas après. Les endroits où c'est plus vert, bah, c'est qu'il y a un bon productible, c'est que le panneau va s'approcher de son optimum, hein, il va pas forcément toujours être mieux, mais il va s'en approcher. Là où c'est rouge, bah, c'est qu'il y a un ombrage. Donc là, par exemple, sur le collège, on le voit pas, mais à l'ouest, il y a un immeuble. Donc le petit bloc en haut à gauche, il est complètement rouge. En bas, il y a les arbres, donc ça fait un petit peu d'ombrage. Et tout autour, il y a des garde-corps. Donc les garde-corps, ça vient faire des ombrages. Si on est sur une toiture terrasse, il va y avoir par exemple des acrotères. Donc ils vont créer un ombrage. Donc nous, on va étudier jusqu'où on peut s'approcher de l'acrotère pour que ça vienne pas diminuer la production des panneaux solaires. Et une fois qu'on a fait ce travail-là de modélisation, de projection, bah, on se retrouve avec la photo en bas à gauche, où en fait on va enlever les panneaux qui semblent moins productibles et conserver ceux qui ont le productible le plus intéressant. Une fois qu'on a fait ça, bah, en fait on a identifié le nombre de panneaux solaires qu'on va pouvoir poser. Et qui dit le nombre de panneaux solaires, une fois qu'on sait la puissance individuelle de chaque panneau, eh ben on connaît la puissance de l'installation. Une fois qu'on a la puissance de l'installation, eh ben on va pouvoir étudier la partie économique et avant ça, notamment faire une préétude auprès d'Enedis ou de Greenalp pour voir les capacités d'accueil du réseau d'une centrale photovoltaïque. Comme disait Guillaume, soit vous êtes en autoconsommation et à ce moment-là, il faut que vous puissiez, enfin, vous allez passer par votre propre réseau si la puissance de votre compteur commun le permet. À savoir que voilà, si vous avez par exemple une puissance de 6 kg, de 6 kVA sur votre compteur, tiens, je vois là une question dans l'angle. Acrotère, ce sont, vous savez, si vous avez une terrasse plate, vous avez des petites remontées sur les bords. Donc ce sont ça les acrotères. Donc je disais, si vous avez une puissance de 6 kVA pour votre compteur en consommation, donc c'est ce que vous tirez sur le réseau, vous avez 6 kg, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 6000 watts, bah, ça veut dire que vous pouvez pas avoir une installation qui va être supérieure à 6 kW crête. Parce que vous n'allez pas pouvoir injecter dans le réseau plus d'électricité que ce que votre raccordement le permet, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi à ce moment-là. Et si vous êtes en revente totale, bah, il faut voir si le réseau local
est en capacité d'accueillir la puissance voulue. Donc quand on est sur des puissances entre 6, 9, 12, généralement le réseau est en mesure de l'accueillir. Dès qu'on commence à dépasser un peu ces puissances, bah, ça demande une petite étude pour voir s'il y a un coût de raccordement supplémentaire. Ce coût de raccordement peut être assez important rapidement s'il n'y a pas le nécessaire. Et ça peut faire, en tout cas, ça rentre dans la balance pour l'étude économique des projets. Donc ça, c'est l'étude technique en fait. Une fois qu'on a validé cette puissance, qu'on a validé le type d'intégration, comme disait Guillaume, il y a plusieurs types d'intégration. Donc ça aussi, bah, par rapport à ce qu'il y a comme couverture sur la toiture, on va pouvoir faire des préconisations. Et forcément, chaque système a un coût différent. Donc une fois qu'on a ces éléments techniques-là, eh ben, on va aller sur la question économique. Donc une fois qu'on sait comment on produit, la question c'est combien on produit et qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, on va pouvoir modéliser par rapport aux ombrages proches, par rapport aux ombrages lointains et par rapport à la puissance installée et le productible de chaque panneau. Et ben, en fait, on va modéliser la production. Tout simplement, combien on va produire d'électricité sur une année. Et quel va être le productible? Le productible, en fait, c'est une unité qu'on ramène, enfin un volume de kilowattheure, une production qu'on ramène à 1 kilowatt crête. Donc kilowatt crête, c'est l'unité de mesure enfin, des énergies renouvelables. Et c'est-à-dire que pour chaque kilowatt crête installé sur cette centrale, on va avoir cette production-là. En fait, on s'en sert pour comparer différents projets entre eux, par exemple. Donc une fois qu'on a cette puissance, qu'on a les courbes de charge, sur le graphique de croisement de courbes de charge. Donc la courbe jaune, c'est la production solaire. Donc on voit bien, hein, quand on est au début de l'année, en janvier, ça produit peu. Ça produit quand même, mais ça produit moins. Dès qu'on avance dans le temps, ça augmente. On arrive au meilleur de la production sur juin, juillet, août, et ça redescend doucement jusqu'à l'hiver. Et ça, en fait, on va le calculer. Donc, disons que si vous êtes en vente totale, bah, vous n'aurez que cette courbe jaune, et ça, vous allez donc revendre toute l'électricité produite. Si vous êtes par contre en autoconsommation individuelle, j'entends, autoconsommation individuelle, on va devoir croiser la courbe de charge avec votre consommation. Donc là, on va extraire les données avec Enedis ou Greenalp. Et la courbe de consommation, on la voit, c'est la courbe rouge. Donc dans l'exemple qui est à l'écran, la courbe rouge, on la voit peu parce qu'en fait, elle est beaucoup couverte par de la production. Et tout ce qu'il va y avoir comme production, donc Guillaume l'expliquait tout à l'heure, mais je reviens dessus pour la compréhension, tout ce qu'il va y avoir comme production au moment où il y a de la consommation, bah, on le voit mieux dans l'extraction, le zoom sur le mois de juin que vous avez en bas, et ben en fait c'est l'autoconsommation. Donc là vous avez une courbe de charge, un croisement de courbe de charge où on voit en vert tout ce qui est autoconsommé, donc c'est-à-dire qu'il y a de la production que vous avez tirée sur votre centrale photovoltaïque. En rouge, c'est quand vous avez de la consommation mais qu'il n'y a pas de production. Donc on voit bien, hein, la nuit, début, là on a une nuit, une autre nuit, une autre nuit. Après il fait un peu moins beau, il y a moins de production, donc on va tirer un peu sur le réseau. Et en jaune, bah, c'est le surplus. Donc là, voilà, on va comparer, en fait, on va croiser toutes ces courbes de charge pour savoir quelle va être la partie autoconsommée. Donc ça, quand on va autoconsommer, ce sont des économies qu'on va faire sur la facture. Donc on calcule un taux de couverture, combien on économise sur la facture. Et le surplus, qu'est-ce qu'on va vendre sur le réseau. Donc là, une fois qu'on en est là, on a notre faisabilité technique, on a notre faisabilité économique. Ah non, on n'a pas encore la faisabilité économique, mais on a des données économiques. Et justement, on va aller, comment j'avance on va aller les comparer pour voir bah, est-ce qu'on a assez de gains par rapport aux investissements qu'on va avoir. Donc là, on va faire l'étude économique. D'une part, on va comparer les dépenses. Qu'est-ce que vous avez comme dépenses? Bah, vous allez avoir les investissements forcément. Donc dans le photovoltaïque, ou même dans pas mal de projets, on peut appeler ça les CAPEX. Si vous entendez parler de ça, bah voilà, vous ne serez pas surpris. Donc là-dedans, on va compter l'investissement pour l'achat de la centrale, hein, tout simplement. Dedans, il va y avoir tout le matériel, mais également la pose, bien sûr. Il peut y avoir aussi des démarches administratives. Certains installateurs proposent des démarches administratives dans leur forfait. Il va y avoir le raccordement. S'il y a un raccordement supplémentaire qu'il faut faire intervenir le gestionnaire du réseau, ça, forcément, ce sera facturé. Donc nous, on l'intègre dans l'étude. Les études. Donc nous, si on fait l'étude de faisabilité, l'étude de structure complémentaire, il peut y avoir d'autres études si on est sur des cas spécifiques. AMO, je l'ai mis là, c'est assistance à maîtrise d'ouvrage.
Ça, c'est si vous avez besoin d'une structure qui vous accompagne dans les travaux. Je pourrais peut-être y revenir un peu plus tard. C'est généralement sur des centrales importantes ou quand c'est la première fois, c'est pas mal d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Je rappelle que le maître d'ouvrage chez vous, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est quelqu'un qui vous assiste en fait dans ces projets-là. Tout à l'heure, Guillaume en parlait un petit peu quand il disait par exemple la réalisation d'un cahier des charges. Ça, c'est une mission de l'AMO. La relecture des réponses des installateurs et le choix du meilleur installateur, ça, c'est une mission d'AMO également. Donc on inclut aussi l'assurance pendant les travaux et aussi le coût de l'emprunt. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire un emprunt pour investir dans la centrale, forcément il y a des intérêts. S'il y a des intérêts, bah, il faut les calculer dans le projet là. Donc ça, nous on le fait avec des ratios qu'on connaît, qu'on a sur les marchés. Les coûts d'emprunt, on prend avec les taux qu'on connaît actuellement et ça varie. Et on peut faire, c'est des choses on va faire une première proposition au moment de l'étude. Et quand on va faire la restitution, bah, en fonction de différents éléments, on peut bouger des curseurs pour faire évoluer l'étude. Et on va aussi calculer dans les dépenses tous les coûts d'exploitation. C'est-à-dire que vous avez des coûts de maintenance. Il n'y en a pas beaucoup dans le photovoltaïque, mais il y en a quand même un petit peu, donc ça faut le compter, d'exploitation. C'est-à-dire que bah, l'installateur, il va falloir le faire venir une fois, alors ça dépend de la taille de la centrale, mais une fois par an, une fois par 3 ans, par 5 ans. Voilà, ça dépend. Des fois, il y a l'assurance à prendre en compte, forcément. Si jamais il y a un énorme événement épisode de grêle et que bah ça pète des panneaux, bah l'assurance elle prend en charge le remplacement des panneaux. Donc ça on l'intègre dans l'étude et là on a défini bah, toutes les dépenses qu'on va avoir. Et bah ces dépenses, la deuxième chose, c'est de dire bah comment on les couvre en fait. Parce que c'est bien gentil de dépenser, on a mis du solaire, mais il faut quand même pouvoir le rentabiliser, ou en tout cas au moins ne pas perdre d'argent. Et là, donc, on va estimer les gains. Donc, c'est ce que je disais, j'abordais un peu tout à l'heure. La production autoconsommée, on va calculer donc les économies faites sur la facture pendant toute la durée de vie de la centrale. Donc, il faut savoir, tout à l'heure, Guillaume parlait des tarifs d'obligation d'achat. Ça, ce sont des contrats qui sont fixés pour 20 ans. Donc, pendant 20 ans, en fait, on va calculer on va faire un premier modèle sur 20 ans de la rentabilité et sur bah, plus. Les centrales sont posées pour 20, 25, 30 ans, hein. Là, il y a les premières centrales qui ont été posées dans les années début 90 sortent aujourd'hui avec des rendements à quasi 80%. Donc voilà, c'est des technologies qui durent. Donc ça, on va le modéliser compte bah, l'évolution du coût de l'énergie. Et puis on a bien vu ces 3 dernières années que ça pouvait varier de manière assez brutale de temps en temps. Donc ça, c'est difficile à modéliser, mais forcément, on prend des scénarios d'augmentation du prix de l'électricité. Euh, et voilà, donc ça, c'est la partie économie de la facture. Et la deuxième chose, bah, c'est qu'est-ce qu'on va vendre en fait en termes de surplus. Si on est sur une vente, si on est en autoconsommation individuelle, bah, on va vendre de l'électricité. Pareil, le prix, comme je disais, est fixé sur 20 ans. Donc pendant 20 ans, bah, on a un chiffre d'affaires qui rentre. Alors ce chiffre d'affaires, il va être variable en fonction de ce qui est autoconsommé et de ce qui est injecté sur le réseau. Donc là, on va faire par rapport aux différentes modélisations précédentes et aux courbes de charge, les modélisations économiques de ce côté-là. Et je l'ai pas mis, mais si vous êtes sur un programme, un fonctionnement en revente totale, bah là, la modélisation, elle est très simple. Vous vendez X kilowattheures par an, on prévoit la courbe de charge avec la dégradation kilowattheure, enfin d'année de rendement. Il y a une petite perte tous les ans de production des panneaux. Et ça fait un chiffre d'affaires sur 20 ans. Et donc, une fois qu'on peut comparer les dépenses et les gains, et ben là, on va sortir des indicateurs qui nous disent si le projet il est viable ou pas. Donc, le montant qu'on a économisé, le chiffre d'affaires, et ça nous permet d'avoir un temps de retour sur investissement, bien entendu, et un taux de rendement interne qui va être un petit peu plus complexe, mais qui prend en compte en fait la vie, l'actualisation du coût de l'euro, s'il doit y avoir enfin bref, je rentre pas dans ce détail-là, mais différents indicateurs en fait qui permettent de dire bah, si oui ou non le projet il est rentable en l'état. Si on arrive sur une étude où on se rend compte que le projet, bah, il n'a pas des indicateurs très bons, on va déjà essayer de jouer sur plusieurs types sur plusieurs curseurs pour essayer de le faire rentrer dans le vert. Et puis si vraiment à la fin, bah, c'est toujours tout dans le rouge, bah, la réponse ce sera que en l'état et c'est pas forcément viable de partir sur ces centrales-là. Je crois que j'ai fini sur la première partie de l'étude de FESA. Après, je suis sur les investissements. Je prends des questions ou est-ce que je prends Euh, j'enchaîne? enfin, C'était pas vraiment pour toi.
Quelqu'un qui demandait si la métro s'occupait pas du solaire thermique. Donc si, elle s'en occupe, il y a le fonds chaleur qui existe. Donc n'hésitez pas à contacter l'ALEC pour avoir des renseignements là-dessus. Voilà, on a un accompagnement pour les gens qui souhaitent passer en solaire thermique. Et sinon, pour toi, j'ai deux questions. Est-ce que tu as une indication du coût de maintenance et d'assurance par mètre carré de panneau? Je pense que si j'y réponds tout de suite, je vais dire une bêtise. Donc je préfère pas répondre. Oui, j'ai des indicateurs, mais je préfère pas le donner tout de suite. Et ça varie pas mal de l'appui, de la taille de selon la taille de la centrale. On va pas avoir le même type d'entretien pour une centrale de 6 kilos où bah, on peut mettre un petit coup de poussière de temps en temps et une centrale de 100 kilos où là, il va falloir être un petit peu plus investi dans le suivi, quoi. Ok. Et combien de temps un panneau reste-t-il productif? Alors, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, il y a beaucoup de panneaux enfin, qui restent productifs. Comme je disais, il y a des centrales, des premières centrales qui ont été mises en service en 1900, dans les années 90, qui sont encore en service aujourd'hui et qui produisent à autour de 80% de leur productible initial. Les installateurs garantissent généralement aujourd'hui au moins 20 ans, 25 ans de matériel et ils garantissent aussi le rendement. C'est-à-dire qu'ils vont garantir qu'il y a une perte de rendement. Enfin, ils garantissent un rendement à 20 ans ou 25 ou 30 ans même. Je crois qu'il y en a qui sortent avec des garanties à 35 ans là. Et on considère voilà que autour de 20 ans, les panneaux sont à minimum à 83-84% de rendement. Ils perdent grosso modo 0,4% par an de productible. Mais du coup, à la question vraiment combien de temps un panneau reste-t-il productif, bah, j'ai l'impression qu'ils peuvent rester productifs pendant peut-être 100 ans, mais à la fin, 100 ans, ils seront à 20% de productibles, quoi. Ce sera plus trop intéressant. Mais voilà, ce qui est garanti en général, c'est 80% autour de 25-30 ans de vie des panneaux. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur enfin, les centrales les plus anciennes. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour cette partie-là. Ah si, combien coûte une étude de faisabilité? Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Bah, je crois que tu reviens dessus. Ça dépend des types de projets. Si on intègre bah, de la complexité du bâtiment étudié, forcément. Ça va dépendre aussi de si on va étudier de l'autoconso individuel ou que de la vente totale ou les deux. Bon, le vente totale, on le fait systématiquement. De l'autoconso collective. Mais il faut prévoir, juste pour donner un ordre de grandeur, ça se fait au cas par cas, mais entre, euh, entre 1 500 et 3 000 € pour les vraiment grosses mailles, quoi. On peut être sur des cas un peu spécifiques, ouais, 4 000 € pour les études un peu plus importantes. Ah, merci. Bien sûr, tu parles en prix pour la copropriété, hein, et ensuite à diviser entre tous les copropriétaires. Oui, 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 là je parle de l'étude complète Mm. et pas rapporté à chaque lot, bien sûr. Ah, je pense que tu peux passer à la suite. Très bien. Donc la suite, bah, la question c'est que maintenant qu'on a cette étude, alors je l'ai pas dit, mais là à la fin de l'étude, une fois qu'on a tout ça, c'est pas juste on vous dit tenez on a des éléments et vous débrouillez avec, c'est que nous on va vous faire un rendu et vous donner les étapes suivantes vous expliquer déjà bien l'étude et vous donner les étapes suivantes du projet. Et l'étape suivante, généralement, enfin la première chose, c'est une question qu'on se pose dès le début, mais à laquelle là il va falloir répondre. Là, et j'arrive pas du tout à passer mon écran. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est bah, la question qui tue, hein. Qui investit, qui paye. Euh, donc il y a plusieurs cas de figure. Moi, je suis ce que j'avais prévu. Euh, et on va répondre à une question qui a été posée un petit peu plus tôt par Damien. C'est le format en fait de tiers investisseur. Et je vais l'expliquer parce que ça existe. Je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant pour les copros, mais voilà, ça a le mérite d'exister. En fait, le tiers investissement, ça veut dire que vous avez votre toiture.
mais ça marche pour des collectivités ou des privés, hein. Il y a tout genre de structures qui peuvent faire ça. Vous avez votre toiture, vous vous dites, bah là, il y a une jolie surface, mais on n'a pas envie d'investir, on n'a pas les moyens, on a d'autres projets, mais c'est dommage de pas en profiter à la fois pour le gisement solaire qui est disponible et pour le gain financier qu'il peut y avoir derrière aussi. Donc vous dites, bah, je vais mettre à disposition ma toiture. Euh, Il faut des toitures de taille assez conséquente quand même pour que ce soit étudié, mais c'est quelque chose d'envisageable dans certains bâtiments, je pense. Et donc vous mettez votre disposition pour un tiers investisseur. Le tiers investisseur, bah, ça peut être différents types de structures. Ça sera un privé principalement. Et en fait, lui, il va vous louer la toiture, c'est-à-dire qu'il va vous verser un loyer, voilà, qui est généralement pas très élevé, mais qui permet quand même une rente fixe par rapport à ça. Et c'est lui qui va porter tout le risque en fait. Donc ça veut dire que vous louez votre toiture, vous avez ce rendement, ce loyer qui est versé. Par contre, la copropriété ne porte, enfin, l'avantage c'est que la copropriété ne porte pas de risque financier. Donc, quand on parle de risque financier, en fait, c'est quand on va investir avant de savoir si le projet va pouvoir se faire ou pas. Donc là, typiquement, fait payer les études et faire venir. Bon, une fois qu'on a payé les études, il n'y a plus trop de risques, on sait si c'est faisable ou pas. Euh, mais c'est que vous n'allez pas profiter en fait de la production d'électricité. Le modèle pour le tiers investisseur, c'est que lui va avoir sa centrale et en fait, c'est lui qui va vendre l'électricité et bénéficier de la rente liée à cette vente d'électricité. Et c'est que vous perdez aussi le contrôle sur le projet. Une fois que vous avez signé le bail et que vous louez votre toiture, bah, c'est l'installateur qui doit faire, enfin c'est le privé, le tiers investisseur qui va faire son travail. Si lui, du jour au lendemain, il dit, bah en fait non, j'ai plus envie de faire ça, bah il a la location, mais il n'est pas obligé de faire la centrale. Euh, donc ça, c'est le format privé. Et après, il y a le format en tiers investisseur citoyen, et qui là va être j'allais employer le terme vertueux, mais c'est pas parce qu'on est privé qu'on n'est pas bien, mais en tout cas, le fonctionnement citoyen, c'est que ça va être similaire, mais c'est qu'on va passer, en fait, grâce à on va faire ce fonctionnement-là avec une centrale villageoise ou une centrale citoyenne. Une centrale citoyenne, pour expliquer un petit peu le fonctionnement, pour que ce soit plus clair, en fait, c'est un groupement d'habitants qui se mobilisent, qui mutualisent du capital, de l'investissement citoyen, pour développer des centrales photovoltaïques ou d'autres énergies, mais l'éolien, en centre-ville de Grenoble, c'est mal embarqué. Euh, donc ils vont mettre ce capital. Une fois qu'ils ont assez de capital pour lancer un projet, bah, ils vont faire un emprunt pour compléter le besoin d'investissement. Ils vont investir dans des centrales photovoltaïques et exploiter ces centrales-là. Enfin, ils vont chercher des toitures. La métro, par exemple, ou la commune peut mettre à disposition des toitures. Et en l'occurrence, ça pourrait être une toiture de copropriété. Et donc, vous signez un bail et c'est le même fonctionnement que précédemment. La grosse différence, c'est que c'est un financement citoyen, donc vous savez ce qu'il y a derrière. Et c'est qu'également, les habitants de la copropriété peuvent aussi décider de devenir sociétaires de cette structure-là et participer financièrement ou économiquement au projet et donc bénéficier aussi des rentes. Alors c'est pas des investissements, c'est pas de la grande bourse, hein, mais ça permet d'avoir quand même de valoriser son épargne au sein de projets vertueux de ce type-là. Donc énergie citoyenne, si vous êtes sur Grenoble et agglomération, c'est la centrale citoyenne du secteur. Vous trouverez également un petit peu plus loin Grésy 21. Vous avez une autre centrale villageoise dans le Voronezh. Il y en a pas mal. On a un secteur qui est assez dynamique. Donc, si vous n'êtes pas sur Grenoble même, mais plutôt alentour, bah, vous pouvez vous renseigner sur le site, peut-être qu'on le mettra dans le diapo, sur le site des centrales villageoises pour voir s'il y a une centrale villageoise dans votre secteur et si vous pouvez prendre contact avec eux. Je reviens sur ce que je disais, sur ce type de projet-là pour le tiers investissement, on est quand même sur des toitures à minima où on va pouvoir poser 36 kilowatts crête, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 200 mètres carrés avec une bonne orientation, une bonne inclinaison. Donc on est quand même sur des toitures assez intéressantes. Et le deuxième cas qu'on peut présenter là, qui va plus à mon avis vous concerner, c'est le cas bah, tout simplement de l'investissement sur fonds propres. Ah mince, je pense pas. Euh, si. Voilà, l'investissement, donc un portage sur fonds propres. Bah là, en fait, c'est simple, hein, c'est que vous avez eu les études qui ont été réalisées. Le bureau d'études avec qui vous avez travaillé vous dit, bah, c'est bon, enfin, c'est bon. C'est en tout cas, le projet est rentable. L'investissement total représente tant. Vous allez avoir un bénéfice au bout de temps, etc. Une fois que vous avez tous les indicateurs qui vous sont donnés, vous en discutez en assemblée générale.
Donc là, on va être peut-être à la deuxième AG. Et les copropriétaires présents, donc comme je disais, par l'article, et qui valident par l'article 24, disent bah c'est bon, on y va, on lance le projet. Donc là, vous décidez au niveau de la copro d'investir sur ce projet-là. L'intérêt, alors, on va commencer par le risque. Bah forcément, c'est la copro qui investit. Donc c'est son argent. Donc s'il y a un hic, à X moment, bah c'est une prise de risque et forcément, bah, à ce moment-là, ça tombe à l'eau. Comme je vous disais, si les études sont faites, le risque sur des toitures de ce type-là, on va pas dire qu'il n'existe pas, mais il est faible en tout cas. Normalement, une fois que l'étude est faite, il n'y a pas trop de problèmes. On peut pas rencontrer beaucoup d'anicroches sur ces projets-là. L'avantage, c'est que bah, c'est la copro qui est décisionnaire sur le projet. Donc l'installateur, si vous voyez qu'il fait des choses qui vous plaisent pas, bah, vous pouvez tout à fait le signaler. Et si vous avez pris un assistant à maîtrise d'ouvrage, il pourra vous accompagner aussi dans ces démarches-là. Et bah, c'est surtout le plus intéressant, c'est que c'est la copro qui va bénéficier de toutes les recettes qui sont issues de la production. C'est-à-dire que si on est en autoconsommation, bah, je vais pas redire tout ce qu'on a déjà dit, mais vous bénéficiez des économies d'énergie et donc des réductions de factures, et vous revendez l'électricité, et donc ça fait une maille financière pour la copropriété pour, par exemple, financer des travaux de rénovation thermique du bâtiment, qui sont des montants un peu plus importants, mais qui sont prioritaires quand même dans la rénovation, faut pas l'oublier. Euh, ou un complément thermique, s'il y a de l'eau chaude. Enfin bon, il y a plein de choses, mais en tout cas, voilà, ça fait une rente supplémentaire pour la copro. Et sur ce cas de figure spécifique, moi, je pourrais finir aujourd'hui que par des questions parce que c'est pas encore notre spécialité, mais j'espère que euh, à l'hiver prochain, on aura peut-être plus d'éléments. Bah voilà, c'est les questions, j'en parlais un peu tout à l'heure. À qui appartient la toiture? Il y a des cas de figure où, bah, je prends l'exemple de chez moi, par exemple, la toiture de l'immeuble, en fait, il y a des espèces de petites maisons de toit et la toiture, elle appartient aux personnes, aux propriétaires des appartements qui sont dessous. Donc, c'est-à-dire que nous, on pourrait pas mettre du solaire pour le commun ou alors dans un cas de figure encore différent. Mais s'il y a plusieurs îlots, bah, est-ce que la toiture appartient à tous les îlots ou est-ce qu'elle appartient que aux copropriétaires de cet îlot-là? Donc là, il y a plusieurs cas de figure. La question aussi qui va se poser, bah, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde investit ou est-ce que s'il y en a que quelques-uns qui veulent investir et d'autres non, bah, comment on peut s'organiser? Est-ce qu'il y a des modèles quand même, mais qui freineraient pas le projet, mais il y a peut-être des modèles qui peuvent se réfléchir pour pouvoir aller sur ces projets-là. Je pense des cas de figure, par exemple, où il y a des propriétaires bailleurs et des propriétaires non occupants, des propriétaires occupants. Bah, ils vont pas avoir le même intérêt forcément à faire ces projets-là. Donc là, une question à prendre en compte aussi à ce moment-là. Et ensuite, bah, la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait des gains? Bah, ça, ce sera aussi au cas par cas. S'il y a de l'autoconso individuel, forcément, bah, la première chose, c'est de l'économie de facture, donc ça, c'est facile. Mais s'il y a un bénéfice qui est tiré, enfin, il y a un chiffre d'affaires nécessairement qui est tiré, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Au début, forcément, on va payer les emprunts s'il y en a eu, et puis derrière, bah, est-ce que c'est réinvesti? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des choses encore à éclaircir aussi au niveau des copropriétés. C'est un cas très spécifique. Et je crois que j'ai fini sur la prise de... Ouais, après c'est tout. Oui, on a quelqu'un qui demandait est-ce que tu as des exemples d'acteurs privés sur la métropole pour louer la toiture? Bah, là, comme ça, le seul que j'ai, ce serait Énergie Citoyenne pour le coup. Ouais, pas privé du coup. Bah, qui est citoyen, ça reste du privé, hein, mais c'est un format spécifique, quoi. C'est pas une Ouais, entreprise à proprement parler. ouais. Ouais, je n'ai pas non plus. Ouais, j'en vois pas. Euh, Bah, après, il peut y en avoir, mais qui vont être plutôt sur des bâtiments, enfin, industriels ou tertiaires, quoi, pas sur des copropriétés, je pense. c'est vrai que, alors tout à l'heure, j'ai dit que oui, les bénéfices étaient répartis au tantième. Et c'est vrai que là, on dit un peu quelque chose de différent. Finalement, enfin, en fait, il va y avoir plein de cas possibles. C'est sûr que dans le cas où c'est la copropriété qui investit, euh, les bénéfices seront répartis au centième. Après, si on est dans un cas où il y a seulement certains copropriétaires qui investissent, eh bien, là,
les bénéfices seront forcément répartis d'une autre manière. Ouais, Et ça, bah, ça c'est quelque chose qu'on va travailler nous avec les syndics, notamment avec les copros, pour voir qu'est-ce qui est envisageable. Euh, est-ce que ça vient se, est-ce que le chiffre d'affaires reçu enfin, vient se déduire des charges des copropriétaires, par exemple, ça peut être aussi un autre format. Une réponse définitive. L'idée ouais, c'est ce que j'ai dit en introduction. Il y a des réponses qu'on n'a pas totalement. Voilà. C'est l'intérêt, c'est ouais, pourquoi justement on fait toutes ces études. Il y a quelqu'un qui dit toit terrasse, réflexion de d'étanchéité de la terrasse, limitation du projet. mhm. J'imagine voilà comment anticiper les travaux qui pourraient être nécessaires, des travaux de réfection de toiture qui pourraient être nécessaires avant l'installation de panneaux photovoltaïques. Ouais. Bah, ça, c'est une chose qu'on va prendre en compte systématiquement, comme je disais tout à l'heure sur l'étude, au tout début du projet. C'est-à-dire que si vous avez une toiture terrasse qui a, qui a été refaite il y a 10 ans, en fait, il faut prendre en compte que, comme je disais, les panneaux, ils sont installés pour minimum 20 ans, mais très petit minimum, plutôt 30 ans a priori. Donc, il faut que la toiture soit en mesure de ne pas nécessiter d'intervention, de réfection pour les 30 années à venir. Euh, Dans les gros ordres d'idées, on part du principe qu'une toiture terrasse qui a été faite, qui a été enfin, soit qui est neuve, en tout cas récente, ou rénovée il y a moins de 10 ans, ça peut s'envisager. Qui est une toiture qui va commencer à être un petit peu plus ancienne, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, par exemple, dans une des deux copropriétés qu'on est en train de suivre, il y en a une des deux, c'est une toiture terrasse. Elle est assez ancienne. Là, ils font l'étude, mais ils savent que s'ils partent sur du solaire, alors eux, ils pensent à tout photovoltaïque thermique, voire les deux. S'ils font un des deux, bah, dans tous les cas, ça s'inscrit dans le cadre d'une rénovation aussi de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture. Ce sera systématique. Sachant que si on part aussi sur une toiture terrasse, il y a la question de l'isolant qui est posée. Les isolants ont des classes de compressibilité différentes. La classe de compressibilité, bah, en fait, c'est la capacité de l'isolant à résister si on met une charge dessus ou pas. Un isolant qui serait trop mou, bah, si on met du lest, du poids pour les panneaux solaires, il va s'écraser. S'il s'écrase, il s'abîme déjà et il perd cette capacité isolante, ce qui est pas très intéressant pour un isolant. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va prendre en compte au départ. Et, euh, et voilà. Ouais, tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de la démarche qu'on appelle PV-Ready. Il y a pas mal de documentation là-dessus qu'on vous ferait passer en même temps que la présentation d'aujourd'hui. Ben, je pense que je peux Juste, enchaîner. Ah, c'était pas exactement là-dessus, c'est une question que j'avais posée sur le chat. Vous avez dit tout à l'heure en introduction que c'était la métro qui vous avait demandé de accompagner les copropriétés ou les particuliers sur ce solaire photovoltaïque. Mhm. Il n'y a pas eu de demande similaire sur le solaire thermique pour les copropriétés notamment, pour les changements de si, chauffage, des choses comme ça. j'ai répondu au Ah, départ. pardon, j'ai loupé. Ouais, Euh, oui, oui, si, mais l'ALEC accompagne déjà les copropriétés sur le solaire thermique. Enfin, d'accord. c'est plus global, c'est le fonds de chaleur. Donc voilà, pour toutes les Le fond productions de chaleur. chaleur OK. renouvelables, donc Mhm. D'accord. Et solaire thermique. il y a des formations comme celle d'aujourd'hui là-dessus? Vous Eh dispensez ce ben, genre de... je sais pas, je vous invite je Allez vous, regarder sur le site, peut-être pour voir. Ouais. ouais, sur le site et puis sinon à contacter l'ALEC et on a Oui. une équipe chargée de ça. Enfin, on a deux ou trois personnes Mhm. spécifiquement sur le fonds de chaleur, donc pour vous D'accord, ça s'appelle répondre. le fond chaleur. OK, Ouais, merci. c'est ça, pas de souci. Là, je vais enchaîner sur combien ça coûte. Alors, c'est des prix moyens constatés en 2023 sur
voilà, sur l'ensemble du territoire, donc c'est à prendre avec des pincettes. Donc on a un prix là c'est enfin on a un prix au watt crête, donc à multiplier par 1000 pour avoir le prix au kilowatt crête. Donc on est pour une installation par exemple entre 3 et 9 kilowatts crête, on est entre 2000 à 2500 € du kilowatt crête. Voilà. Donc, et puis bah forcément, plus on met de puissance, plus on a des économies d'échelle et donc plus le coût est réduit. Et donc Antoine en parlait, il peut y avoir des surcoûts qui s'appliquent de raccordement au réseau en fonction voilà, si on a besoin de faire des modifications sur le réseau parce que c'est pas, il est pas assez puissant, enfin il est pas assez bien dimensionné pour accueillir toute la puissance qu'on va installer. Il peut y avoir des surcoûts aussi si on installe un pilotage des consommations ou si voilà, on fait des choix techniques différents que les choix classiques, par exemple d'avoir un seul onduleur central pour l'installation ou d'avoir plusieurs, ce qu'on appelle des micro-onduleurs. Voilà, donc c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Il y a une prime à l'autoconsommation, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est parmi les aides financières. Enfin, en fait, on se demande s'il y a des aides. Donc, l'aide, finalement, c'est qu'il y ait une obligation de rachat de l'électricité. Et pour l'autoconsommation, on a quand même une aide supplémentaire qui est une aide à l'investissement. Donc, on va avoir euh, 30 centimes par watt crête. Donc, pareil, on multiplie par 1000, donc environ 300 € par watt crête en dessous de 3 kilowatts crête, 230 € par watt crête en dessous de 9 kilowatts crête, et ainsi de suite. Et donc, ces aides financières, il y a quand même quelques conditions à respecter. Les aides, elles doivent être sollicitées au moment de la demande de raccordement. Le prime à l'autoconsommation, elle est versée après 1 an de production. Et les entreprises doivent être disposées de l'agrément RGE, donc Qualibat, QualiPV, Qualifelec. Donc et maintenant, on touche le webinaire touche bientôt à sa fin. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça? Donc c'est qu'Enercop est en train de réaliser une étude de faisabilité sur 2 copropriétés de la métropole. Qu'à la suite de ces études, donc on sera en mesure de vous fournir un retour d'expérience sur les avantages et les inconvénients des solutions qui ont été présentées, des freins qui pourraient empêcher que le projet aboutisse. Et comme on vous disait en début de webinaire, a priori, en début 2025, la LEC et la métropole, on devrait proposer un accompagnement pour les copropriétés qui ont pour projet d'exploiter leur toiture avec un système photovoltaïque. Et donc, comme on le fait déjà sur la rénovation énergétique, ce sera un accompagnement qui sera sûrement axé sur la pédagogie et l'information de tous les copropriétaires et sur un soutien technique pour choisir les bons professionnels. Ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est je vous en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez d'ores et déjà activer votre groupe de charge auprès d'Enedis ou de Greenalp. Voilà, plus on a d'historique, plus mieux on peut dimensionner l'installation. Vous pouvez commencer à en parler dans votre copropriété. N'hésitez pas à les inviter à revisionner ce webinaire qui sera en replay sur YouTube, sur la chaîne de l'ALEC. Dans les prochains jours, je vous enverrai le lien. Et vous pouvez nous transmettre vos coordonnées afin qu'on puisse vous recontacter dès qu'on sera prêt à vous accompagner. Enfin, dans tous les cas, si vous êtes venu à ce webinaire, on a vos coordonnées. Donc, plutôt envoyez-nous un mail si jamais vous voulez pas qu'on vous recontacte pour le prochain webinaire. Enfin, et sinon, si voilà, des gens regardent ce webinaire plus tard, vous pouvez voilà, envoyer un mail à habitat.collectif@alec-grenoble.org. Mhm. J'en ai fini. Il y a Francine qui demande, Antoine, si l'ERCOP a une vocation à devenir un tiers pour la revente.
Je voulais te poser la question. Mince. Euh, Aujourd'hui, non, très peu pour les centrales de cette taille-là. On le fait pour des centrales, typiquement pour des centrales villageoises ou des projets de plus grande ampleur. Pour une raison simple, c'est que ça nous demande beaucoup de... Enfin, en fait, chaque contrat se fait un par un et avec du temps humain derrière, et que le temps humain, mine de rien, même si on... Enfin, ça coûte cher l'humain. Donc aujourd'hui, on ne fait pas de très peu de petits contrats de ce type-là. Donc aujourd'hui, c'est uniquement EDF obligation d'achat qui va faire le contrat. Alors, d'autant plus que EDF se voit en fait reverser une taxe, quasi intégralité d'une des taxes qui est ponctuée sur les factures d'électricité qui est reversée à EDF pour qu'ils puissent proposer ce tarif-là pendant 20 ans et sécuriser ces projets-là. Donc nous, on s'est pas positionné. Ce modèle-là existe, il marche plutôt bien. Donc voilà, c'est pas prévu à court terme en tout cas, c'est pas prévu. Ok, merci. Merci à tous. On n'a pas Il y d'autres avait questions. peut-être, il y avait une question que j'avais repoussée pour la fin sur les kits solaires, Ah oui, à laquelle on peut peut-être répondre. Alors j'ai plus le prénom qui avait posé la question, mais qui posait une question sur qu'est-ce qu'on pensait des offres de kits solaires des opérateurs autour de 500-600 € pour villa en copropriété type x13 maison. Alors je crois que ça fait un écho quand je parle. Si tu peux couper ton micro, Guillaume, s'il te plaît, en même temps. Super, merci beaucoup. Euh, alors les kits solaires, pour expliquer un petit peu, peut-être pour les gens qui sont pas à jour là-dessus, c'est plein d'opérateurs et ça se répand de plus en plus. Vous avez le Roi Merlin ou des coopératives comme SolarCop ou des entreprises comme le Roi Merlin qui vendent des kits solaires. Je crois que même Lidl en fait en Allemagne. Je sais pas s'ils sont arrivés en France encore. C'est-à-dire que vous achetez en fait un panneau solaire, un ou plusieurs panneaux solaires avec tout ce qui va, le micro-onduleur que vous mettez derrière, un support à mettre par terre ou sur une toiture et, euh, et le câblage à faire et que c'est assez simple et ça se branche directement sur une prise. Donc c'est un format qui est assez basique, qui est plutôt accessible à tout le monde. L'installation au sol est très très accessible. L'installation en toiture nécessite quand même de pouvoir être capable de monter sur la toiture et de travailler sur son toit. Donc ça c'est un peu moins accessible. Donc je commence un peu déjà à répondre à la question sur les villas en copro. Le format de ces kits-là, c'est que vous êtes obligé d'auto-consommer vraiment une énorme, la très grande majorité de la production. Vu que c'est pas fait par un installateur agréé RGE, vous ne pouvez pas bénéficier de rachat de l'électricité. Donc vous êtes obligé de viser au moins 75-80% d'autoconsommation. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas mettre de grosses centrales. Si vous n'avez pas de consommation spécifique, vous mettez un panneau pour couvrir le bruit de fond. Si vous avez un chauffe-eau électrique, ça peut aller sur jusqu'à 2 panneaux. Et puis après, bon, si on part sur une piscine, si on est sur des consommations plus importantes, on peut mettre 2, 4, 6 panneaux. Dans le cas spécifique de la copropriété, ça va dépendre du régime. Si chacun est propriétaire des copropriétés en villa, si chacun est propriétaire de sa toiture, chacun peut faire ce qu'il veut. J'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'objection, ça va rentrer, j'imagine, comme des conversations sur les équipements de clim ou de pompe à chaleur où il y a un boîtier extérieur. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des équipements de ce type-là visibles par les autres copropriétaires? Donc ça, je pense que c'est du cas par cas. Et ouais, l'avis que je pourrais en avoir dessus, c'est que si vous avez, enfin, si vous mettez un kit et que vous avez une grande toiture, c'est dommage parce que du coup, vous allez avoir et peu de et peu de la surface disponible, quoi. Voilà, c'est un peu un avis perso. Mais après, les formats kits, s'il n'y a pas une grande toiture ou qu'il y a vraiment des très petites consommations, ça peut être un peu intéressant. Je vois une question de Francine. Quid des obligations de pièces de rechange pour les installations agréées? Francine, qu'est-ce que vous entendez par obligation de pièces de rechange? Si vous êtes là. La durée. D'accord, je comprends. Alors, comme je vous disais, les panneaux niveau matériel sont garantis pour 25 ans en général, donc il n'y a pas besoin de les changer. De manière, quand on les change, c'est fini. Tout ce qui est support et tout, là, il y a pas spécifiquement, enfin, c'est les fabricants qui vont poser leur garantie. Et après, l'équipement qu'il faut changer, c'est l'onduleur.
Donc il y a deux cas de figure. Généralement, si on est sur une copro, je pense qu'on sera plutôt sur des onduleurs. Donc je vous expliquais, c'est la partie, enfin Guillaume expliquait, c'est l'équipement qui va transformer l'électricité en courant continu en courant alternatif. Et généralement, c'est un équipement qui garantit 10-15 ans. Donc on peut prévoir de le changer qu'une seule fois dans la vie de la centrale. Nous, dans nos modélisations, on va plutôt prévoir de le changer tous les 10 ans. Donc ça veut dire 2 fois dans la vie de la centrale. Et ça, on l'intègre dans le coût de l'étude. Mais voilà, c'est le seul équipement notoire qui est prêt à prévoir d'être changé. Et dans les cas spécifiques où il y a un micro-onduleur, alors très rapidement, le micro-onduleur, c'est un onduleur mais qui est tout petit et qui va être branché directement derrière le panneau sur lequel il va y avoir un ou deux panneaux. Et ça, ce sont des équipements qui sont garantis en général 25 ans. Donc il n'y a pas besoin c'est pas prévu d'être changé régulièrement. Mais voilà, le seul équipement à prévoir, c'est l'onduleur. Si, je pense que cette fois-ci, c'est bon. On va pouvoir conclure ce webinaire. Et, je vais vous envoyer dès demain euh, de présentation et donc je dirai dans les prochains jours, on va sûrement se trouver l'enregistrement sur YouTube. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée à Merci tout le monde. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.